BFM Business, BFM Crypto, le club. Dans quel sens Bitcoin évolue-t-il? Toujours à la hausse. Il poursuit son rebond, le Bitcoin, après avoir reconquis il y a quelques jours les 30 000 $. On est actuellement à presque 31 000. On s'en approche de cette barre des 31 000. 30 774 pour un Bitcoin en ce moment. Et l'Ether qui envoie aussi des signaux assez solides, 1884 $ en ce moment pour un Ether. On va en parler avec nos experts crypto aujourd'hui. Valentin Demey. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Crypto en force sur l'antenne de BFM Business, avec aussi pour nous accompagner aujourd'hui Fabien Offrechter. Bonjour Fabien. Bonjour. Bienvenue, vice-président Web3 pour Vivendi. On va parler de la géopolitique du moment, le G20 qui approche dans quelques semaines en Inde. Quel rôle les cryptos, l'écosystème Web3 dans cette géopolitique mondiale? Vous nous apporterez surtout votre vision dans un instant. D'abord Valentin, on en apprend tout le temps des vertes et des pas mûres sur l'affaire FTX quand même. Que n'a-t-on pas encore découvert? Cette fois, des investissements pour le moins étranges effectués sur FTX par les dirigeants peut-être, sans doute, on verra. En tout cas, effectuer ces drôles d'investissements avec les fonds des clients, ça c'est sûr. Ouais, l'autopsie continue effectivement pour la plateforme FTX et c'est vrai que durant cette saison, ou en tout cas toute une partie de la saison, ça nous aura occupé ce feuilleton FTX avec toujours des rebondissements. Alors des fois, des rebondissements intéressants, même s'il y a une faillite et plusieurs mauvaises gestions, on commence à retrouver des fonds de plus en plus de milliards par-ci par-là qui pourraient revenir in fine aux clients. On verra comment ça se termine et surtout ce qui sera reproché en fin de compte à son ancien CEO Sam Bankman-Fried, puisqu'on sait que le jugement aura donc lieu en octobre prochain. Mais là, de nouveaux éléments. On connaît du coup un peu plus où sont partis les milliards ou les centaines de millions d'euros des clients, avec quelques dépenses farfelues. Notamment, on voit que 400 000 $ ont été utilisés pour financer une chaîne YouTube d'animation 3D. Ce qui n'a pas a priori de lien direct avec la plateforme FTX. Une autre qui a permis, une autre enveloppe à peu près de la taille similaire, qui a permis d'écrire un livre, tiens Guillaume, qui pourrait vous inspirer. Comment trouver la fonction utile des humains? Alors je sais que vous êtes un auteur à succès, donc peut-être vous pourrez vous en inspirer. Et puis on voit aussi... Il avait préparé sa blague. Oui, celle-ci, mais c'est rare, contrairement à vous, qu'elle soit préparée. Et effectivement, d'autres fonds d'FTX qui ont servi à hauteur de 2 millions d'euros à acheter une maison aux Bahamas. Oui. Ça, on le savait déjà, mais effectivement, ça ressort une nouvelle fois de cette autopsie. Et on voit plus particulièrement, et ça a été publié à de nombreuses reprises sur Twitter, ça a fait peur un petit peu aux gens qui n'avaient pas suivi ces derniers mois, la nébuleuse de cofinancement entre les différentes entreprises détenues tout en partie ou en partie par Sam Bankman-Fried ou certains de ses dirigeants sur FTX. Et on voit effectivement que ça permettait d'alimenter tout un vaste réseau avec l'argent de ses clients. Et donc on a son actuel CEO qui a repris la tête de l'entreprise pour essayer de la redresser et trouver les milliards manquants pour les rendre aux utilisateurs, qui dit que effectivement, je cite, l'image du groupe FTX cherchait à montrer en tant que leader de l'âge numérique centré autour de ses clients était un mirage. Depuis ses débuts, le groupe FTX a mélangé les dépôts des clients avec le fonds d'autres entreprises et les a utilisés à mauvais escient et avec abandon sur d'anciennes ordres de marché d'anciens cadres de l'entreprise. Donc effectivement, en fait, on était totalement à l'opposé de la vision historique de SBF, qui était un grand philanthrope. En fait, il n'en était rien dès le premier euro arrivé sur la plateforme FTX. Effectivement, Valentin. Les institutionnels continuent de s'intéresser quand même aux cryptos, et c'est vrai, on le voit, ce réveil de l'écosystème crypto depuis maintenant quelques semaines, les cours des cryptos aussi qui remontent depuis le début de l'année. Et donc parmi les institutionnels qui s'intéressent à nouveau à l'écosystème, HSBC. HSBC, oui, s'ouvre aux ETF Bitcoin et Ethereum à Hong Kong. C'est vraiment une révolution, Valentin? C'est pas vraiment une révolution, je vous l'accorde. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la manière dont c'est apporté. C'est une révolution dans le sens où on entend de plus en plus d'ETF spot arriver. On a d'ailleurs, il y a quelques minutes, eu une information supplémentaire sur ces fameux ETF spot dont BlackRock était le porte-étendard il y a quelques semaines. C'est que Fidelity vient de déposer sa demande pour avoir son ETF spot à lui. La nouveauté dans cette information, c'est pas forcément ce que HSBC a des ETF qui sont en format futures sur ses produits, mais c'est qu'elle le propose désormais à tous ses clients depuis sa plateforme d'investissement locale. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, le produit existait, mais il fallait les chercher chez des courtiers. Là, depuis la plateforme d'investissement local de HSBC à Hong Kong, on peut désormais s'indexer au Bitcoin
et à l'Ethereum notamment. C'est assez nouveau et ça répond en fait à la pression du régulateur local qui, à l'inverse de celui français ou européen qui n'est pas forcément pro-banque pour les forcer à accepter des clients qui utilisent des actifs numériques ou des entreprises qui travaillent dans le secteur des actifs numériques à ouvrir des comptes. Là-bas, c'est l'inverse. Ils forcent les banques à ouvrir des comptes aux clients. Et là, en l'occurrence, en forçant la main pour demander à HSBC de mettre directement sur sa plateforme l'achat d'ETF du coup en futures. Donc c'est très intéressant. C'est nativement du coup et c'est ça la nouvelle info sur la plateforme de HSBC. Donc ce que vous nous dites, c'est que les régulateurs poussent à la démocratisation, cette démocratisation de produits crypto. Ouais, mais à Hong Kong, effectivement, c'est totalement différent. Puis on en a beaucoup parlé ensemble sur ce plateau de la géopolitique mondiale et des différentes juridictions dans la planète. Et on sait bien qu'ils sont en train de plus en plus à Hong Kong de draguer les entreprises, notamment américaines, à voir si ces entreprises finissent par céder aux sirènes et partir, ou si les États-Unis se réveillent. En tout cas, là, pour le coup, le régulateur est derrière les plateformes d'échange crypto et a forcé la main, ou en tout cas a demandé très gentiment à HSBC de mettre ça directement sur sa plateforme. Effectivement, à Hong Kong, et on rappellera d'ailleurs à ceux qui ne sauraient pas, HSBC, H, c'est Hong Kong, S, Shanghai, c'est Hong Kong Shanghai Banking Corp. Eh oui, les racines d'HSBC. On parle là des enjeux géopolitiques, effectivement, des régulateurs qui, selon les pays, accueillent d'un plus ou moins bon œil cet écosystème. Fabien, vous regardez tout ça de près, et on approche d'ailleurs du prochain G20, qui sera d'ailleurs piloté par l'Inde. Donc voilà, montée en puissance de l'Inde, désormais pays le plus peuplé du monde. Et c'est là-bas qu'aura lieu le prochain G20 en septembre prochain. Quels seront les enjeux autour du Web3 dans la géopolitique mondiale, dans ce G20 qui approche? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois où la crypto va être au cœur des débats d'un G20, et plus exactement d'un conflit entre le G20 et le G7. Plus précisément, on a un G7 qui est extrêmement pro-régulation des cryptos, voire pro-stablecoin. C'est la première fois où on voit les États qui sont très favorables à ces régulations, puisque par exemple la Chine, par exemple la France sont très moteurs sur ces sujets. Mais à contrario, on voit les BRICS en particulier, ces anciens pays qu'on appelait les BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine, et qui aujourd'hui sont devenus évidemment des moteurs de développement et de croissance. Et bien ces pays ont un positionnement très différent. Et en particulier l'Inde, qui aura donc la présidence dès le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, ils ont la présidence, et c'est en septembre que le G20 va vraiment se réunir et traiter dans le fond les sujets techniques. Et les cryptos, c'est sans doute le sujet le plus technique qui sera abordé, notamment parce que l'Inde est très effrayée à voir la Chine développer son crypto renminbi avec autant de fluidité, de rapidité et surtout d'efficacité. On n'est plus sur la crypto, la blockchain pour sa transparence, mais bien pour le contrôle et plus précisément pour le développement, voire l'expansionnisme chinois. Et face à ce phénomène, l'Inde, qui est en plein développement de réarmement, est en train de souhaiter reprendre la main sur la régulation. Et le gouvernement, plus que jamais en Inde, est en train de booster l'écosystème, alors qu'il y a encore quelques mois, quelques années, on entendait l'Inde très réfractaire. L'Inde est désormais un des grands moteurs, avec, bien sûr, à la tête du G20, une coalition qui devrait se monter dans les prochains mois. Ce sera intéressant. Ce sera peut-être le premier G20 abordant aussi ouvertement ces questions Web3, parce que dans cette course à la puissance entre l'Inde et la Chine, il y a un vrai enjeu. C'est vrai que les Chinois sont très avancés dans la constitution d'une devise numérique. Ils souhaitent dédollariser le monde, c'est l'idée, mais dédollarisant le monde aussi, c'est une puissance monétaire peut-être encore supérieure à venir, ce qui pour les Indiens poserait une menace. Ça vous intéresse pas, Valentin? Mais bien sûr. Je vous vois m'en garder là comme ça. Non, mais j'attendais de savoir comment vous aviez réussi à trouver une chute à ça. Mais non, vous la chute. C'est très intéressant. J'ai bien vu, ça finit toujours comme ça. Non, mais c'est très intéressant. Et effectivement, peut-être que ça sera la première fois que ça sera abordé avec sérieux, parce qu'on a toujours, en sortant des G20, que des petites phrases par-ci par-là sur il faut réguler encore plus que d'habitude les crypto-monnaies, il faut interdire les stablecoins. Bon là, effectivement, ça va changer d'envergure, et c'est en résonance en fait avec ce que Jérôme Powell nous disait il y a quelques semaines et ce qu'on commence à voir aux États-Unis. J'aurais pas dû vous lancer. C'est qu'effectivement, merci Guillaume. Il faut assumer ou non. C'est ma dernière de la saison, Guillaume. Enfin, c'est ma dernière semaine. Vous êtes impatient, c'est ma dernière de la semaine. Mais effectivement, en tout cas, il y a quelques jours, Jérôme Powell nous disait que ça commençait à être une vraie classe d'actifs et que les stablecoins étaient un vrai moyen de paiement à intégrer. Ouais, ils sont tous sur le qui-vive là, face effectivement au développement technologique, le Web3, les opportunités qu'offrent les stablecoins, les devises numériques de banque centrale, des sujets qu'on suit bien sûr au jour le jour, que vous suivez aussi en tant que vice-président Web3 pour Vivendi. Comment est-ce que Vivendi adresse ou tente d'adresser ces thématiques Web3 d'ailleurs, Fabien? C'est vous qui en avez la charge au cœur de Vivendi. Oui, mais Vivendi a été très en avance. Honnêtement, on a la chance. Vous n'allez pas me dire le contraire en même temps. Parce qu'on était les premiers. Déjà dès 2017, avec Havas, l'une des BU de Vivendi, nous avions lancé Havas Blockchain. Il fallait
fallait prendre le risque. Et on accompagnait déjà un certain nombre d'entreprises de l'écosystème, en plus de développer des produits pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, on a en gros 4 priorités côté Vivendi. La première, c'est la mise en place de process, comme tous les grands groupes, avec la régulation qui s'impose, avec les questions de compliance à prendre en charge. Évidemment, on a tout un tas de process à mettre en place. Et comme on dit, c'est assez complexe puisque les régulations, pas qu'en France, dans le monde, sont assez mouvantes. Deuxième sujet, c'est tout ce qui est prospective, se questionner, s'interroger. Vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle. On a parlé longtemps l'année dernière du métaverse. Au-delà des effets de mode et de buzz, la question c'est, en termes business, qu'est-ce qu'on peut en espérer? Et surtout, comment on peut développer, pas sur du court terme, mais sur du long terme, à la fois du produit et des expériences. Troisième sujet qui nous intéresse, c'est tous les sujets de partenariat. Vous savez combien il y a d'acteurs de l'écosystème crypto qui peuvent venir frapper à toutes les portes pour pouvoir être partenaires de grands groupes. Et du coup, c'est un petit peu le côté bad boy, bad cop, de devoir dire non lorsqu'il y a un certain nombre d'acteurs qui frappent aux portes. On en a eu beaucoup. Certains qui ont ensuite été délistés ou qui ont eu quelques accidents. Je crois qu'on en a cité un en 3 lettres tout à l'heure. Et puis évidemment, la quatrième priorité qui est sans doute la plus intéressante pour nous, c'est le développement de produits et d'expériences avec nos business. Canal+, Havas, Vivendi Village, l'Olympia. Parmi les dernières actualités de notre groupe, nous avons pu avoir, puisque c'est en fin de semaine et j'espère que vous y passez tous les deux, à Marmande, sur Garo Rock, le premier lancement en Europe avec la Hellfest de NFT, mais surtout la première expérience vraiment nouvelle avec 2 choses. D'abord du NFT pour des expériences en tant que Garo Rock, mais aussi pour la première fois des annonceurs qui vont acheter de l'achat d'espace sur ces NFT pour faire vivre leurs expériences à la fanbase de Garo Rock. On a déjà plus de 10 000 quêtes qui ont été réalisées. Il faut savoir que Garo Rock, c'est à peu près 19 000 tickets vendus. Ouais. On appelle ça quoi, les POC? Les Proof of Concept? Alors, est-ce que c'est un proof of concept? J'ai envie de dire presque plus. On est déjà dans de la proto-industrialisation. La proof of concept, c'était sans doute il y a maintenant une bonne année, lorsqu'avec l'Olympia, on avait lancé les premiers tickets NFT. On a appris de cette expérience qui déjà été un succès. Et maintenant, on démultiplie avec Garo Rock, demain sans doute avec d'autres festivals, voire avec d'autres de nos BU. En tout cas, le NFT n'est pas mort et ça nous permet, pour ce qui est de notre groupe, d'utiliser ces outils de manière différente. Ouais. Est-ce qu'il faut voir, par exemple, dans le déploiement de l'intelligence artificielle, cet intérêt très fort, même des marchés financiers qu'on suit tous les jours pour l'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut y voir une concurrence par rapport au Web3? On parlait que de Web3 il y a 2 ans, notamment avant l'hiver crypto, voilà, avant la chute du Bitcoin. On parlait beaucoup de Web3, l'avenir, les blockchains. Et puis aujourd'hui, quand on pense avenir, on pense intelligence artificielle. Est-ce que vous vous dites, par exemple, chez Vivendi, que un certain nombre de budgets, du coup, iront davantage vers l'intelligence artificielle que vers le Web3, que ce qu'on avait pu imaginer pour le Web3? Alors franchement, ceux qui à chaque fois voient la tech pour le buzz, je pense qu'ils n'ont pas compris. Et pour moi, les NFT sont l'arme redoutable, on l'oublie, on ne le dit pas assez, l'arme redoutable face à l'IA générative. À l'heure où l'IA générative est l'apogée du Web 2, où on va pouvoir démultiplier les contenus, le Web 3 va pouvoir les certifier, les rendre uniques, protéger la propriété intellectuelle. Je pense même que dans les prochaines années, le Web3 est plus exactement la NFTisation des contenus pour les protéger, les rendre uniques et donc lutter contre l'IA générative, les deepfakes et les fake news. C'est ça. Ça sera une norme. Et aujourd'hui, évidemment, je regarde le sujet de très près. Mais au-delà de ma personne, vous avez évidemment tous les grands groupes qui sont en train d'y travailler afin de pouvoir se positionner, puisque autant on parle souvent dans la presse et les médias de tout ce qui est IA générative, démultiplication des contenus, autant on oublie qu'en France, l'industrie de l'entertainment, de la création de contenu, des médias, c'est un cœur de business, c'est un cœur quasiment national. Et face à ces sujets-là, la culture française, les musées, etc., mais ils ont intérêt à se protéger aussi face à ces menaces et face à ces nouvelles menaces. Mais est-ce qu'on peut apporter une forme de cas pratique? En quoi le Web3 apporte une solution aux risques liés à l'intelligence artificielle générative? Est-ce qu'on peut donner, voilà, comme ça, un exemple, une illustration concrète? Bien sûr. Moi, je fais un pari, c'est que dans les toutes prochaines années, tous les contenus qui seront créés seront simplement certifiés. On voit tous les GAFA sont en train de dire il faudra que chaque contenu, on puisse dire quand il a été pris, par qui, s'il est humain, s'il est machine, etc. Ici, on a des caméras qui sont tout autour de nous. Qui sait si demain, chaque prise en direct ne sera pas NFTisée. En tout cas, le besoin, il est réel, puisque à partir des images qui sont produites autour de nous, nos images, on peut déjà faire des deepfakes. Et on a déjà des startups incubées chez Havas Accelerator à Station F qui sont capables de faire des vidéos de vous en deepfake. Alors, pour éviter qu'on prenne ces images et qu'on vole d'une certaine manière soit vos identités, soit des contenus propriétaires, pour pouvoir sauver, protéger son cœur business lorsqu'on est un groupe de création de médias, il faut certifier ces contenus, NFTiser ces contenus, ou du moins trouver une manière de les certifier. La blockchain est une vraie solution parce qu'elle est transparente, sécurisée, mais surtout décentralisée. Donc on n'a plus besoin de centraliser la propriété intellectuelle. Reste encore un grand défi. Le grand défi, ça va être de
réguler, ou plus exactement d'encadrer le NFT. Le NFT ne peut pas être seulement encadré comme dans la loi sécurité numérique qui part aujourd'hui d'ailleurs au Parlement sous l'aspect financier, jeu, et notamment incarné par SOAR. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant et il faudra sur les prochains mois, prochaines années qu'on veille à ce que le NFT ait un vrai encadrement. Là, Valentin vous regarde. Vous avez suivi Valentin ? J'ai pas le droit de rebondir, Guillaume. Écoutez, je suis spectateur désormais. Ah ouais, on plaisante parce que je vois sur les réseaux, par exemple, certains disent non mais franchement l'ambiance elle est pourrie. Au contraire, on s'amuse bien. Hein, c'est que du second degré, les amis. Et c'est un vrai bonheur de vous retrouver à chaque fois d'ailleurs. C'est partagé, Guillaume. Et vous allez nous manquer tout au long de l'été. Voilà, c'est dit. Tu vas en faire un NFT, ça, Guillaume. Oui. Voilà, parce que je vous voyais froncer les sourcils dans les explications. Vous n'avez pas à voir les cas d'usage importants. Ils sont nombreux. Fabien les explique. Non, mais on voit effectivement ce que la blockchain, le Web3 peut apporter à l'intelligence artificielle. En revanche, pas grand monde ne nous dit ce que l'intelligence artificielle peut apporter au Web3. On a une vision là-dessus aussi ? Il y a des tas de cas d'usage. Alors, il y a des cas d'usage qui sont, on va dire, un petit peu anecdotiques. Néanmoins, Binance a pu lancer avec Picasso des outils qui permettent avec l'intelligence artificielle de générer des photos de profil et des NFTisés. Aujourd'hui, tout ça, c'est peut-être encore relativement anecdotique. Je pense que demain, on aura des outils dans les deux sens, pour produire des contenus, pour certifier les contenus et pour décoder surtout les contenus. Autrement dit, pouvoir décoder avec les IA si ce contenu est fait ou non par une IA. Et ça, le Web3 sera le bouclier, là où l'intelligence artificielle est sans doute une épée. Pour aller au combat sur les questions de contenu, il faudra vraiment avoir l'arme et la défense. On continue de parler de cet écosystème crypto et ses interactions à venir avec l'intelligence artificielle. C'est passionnant, c'est ce coup d'avance, cette valeur ajoutée que BFM Business vous offre sur toutes les thématiques et en l'occurrence dans cette thématique Web3, dans ce club BFM Crypto quotidien qui dans quelques semaines marquera une pause. Mais demain, ce sera déjà la dernière de Valentin qui part en vacances très très tôt et avant les autres. Valentin, on va parler de Binance. Il y a un revirement de situation chez Binance vis-à-vis des cryptos d'anonymat. C'est quoi les cryptos d'anonymat d'ailleurs ? Oui, effectivement, ça pose une vraie question. Les cryptos d'anonymat, c'est en tout cas des crypto-monnaies qui ont été imaginées pour avoir moins de traçabilité que Bitcoin ou Ethereum. On sait que Bitcoin et Ethereum ne sont pas des crypto-monnaies qui sont anonymes, elles sont pseudonymes, donc on peut tracer les transactions. Il y a des crypto-monnaies qui ont été imaginées d'un point de vue technologique pour ne pas être tracées. Et ça pose problème à la Commission européenne quand elle a écrit justement les textes de réglementation récents et a demandé à ce que ça, on commence à lever le pied, en tout cas que les plateformes ne listent pas ce genre de crypto-monnaies qui sont pro-privacy, donc qui ne permettent pas justement de faire ce retracement. Et donc effectivement, Binance, pour se conformer à certaines parties de cette réglementation, avait retiré l'ensemble des privacy coins, donc des tokens qui ont cette particularité en eux. Et finalement, on va faire un peu marche arrière parce qu'il va en réintégrer certains. Ah bon ? Donc pas les plus, a priori, c'est pas encore confirmé dans les détails, mais pas les plus privacy coins, des privacy coins comme Monero, qui est l'un des plus connus, XMR, mais certains autres comme Zcash, Dash ou Pivx qui pourraient revenir sur la plateforme alors qu'ils avaient été enlevés, parce que peut-être on est dans un compromis où sur certains de ces tokens, on peut ou pas actionner cette anonymisation, alors que sur Monero, c'est beaucoup plus difficile de l'actionner ou pas, parce que c'est vraiment une crypto-monnaie qui a été imaginée pour ça à l'origine. Donc, intéressant de voir comment Binance essaye de convaincre sa communauté de rester à ses côtés, tout en se conformant à la réglementation européenne, parce que dans tous les cas, c'est cette dernière qui aura le dernier mot, et peut-être que c'est le bon compromis et que ça permettra de faire acte de foi dans les prochains mois. Effectivement. Bon, il y a eu toutes ces histoires. Alors, il y a la question de la régulation aux États-Unis, Binance, Coinbase qui souffrent face aux régulateurs. Il y a eu les scandales l'an dernier, en 2022, en l'occurrence FTX par exemple, Terra Luna. Chez Vivendi, ça a freiné un petit peu la volonté de se développer dans cet écosystème, auprès de cet écosystème Web3, et puis ça réaccélère maintenant. Enfin, comment est-ce que, on va dire, la courbe d'amour de Vivendi ou d'intérêt de Vivendi vis-à-vis de cet écosystème Web3 est en train d'évoluer là ? Pour ce qui est de Vivendi, on a travaillé en fait souvent sous le radar et on profite du bear market pour pouvoir intensifier nos efforts. Ah oui. On sait bien que c'est au moment où les cours vont remonter qu'il y aura une croissance d'intérêt, mais pour autant, on sait que c'est au bear market qu'on aura sans doute les meilleurs produits, les meilleurs projets. Et pour ce qui est des enjeux de sécurité, c'est pas seulement Vivendi qui y travaille, nous y travaillons parce que c'est forcément une priorité pour nos clients, pour notre écosystème et nos partenaires, mais c'est aussi de manière plus globale des initiatives à porter. À la rentrée, on aura la création de la Ligue pour la sécurité du Web3 qui sera lancée et ça nous permettra de pouvoir mieux travailler, notamment avec les pouvoirs publics, les autorités, la police, la gendarmerie, qui sont des acteurs avec qui nous travaillons déjà. Et dans ce cadre-là, j'aurai le plaisir d'être administrateur et de pouvoir donc mieux tisser ces liens avec l'écosystème. Merci à tous les deux. Le club BFM Crypto, chaque jour, l'engagement des différents acteurs auprès de cet écosystème. Fabien Offrechter, vice-président Web3 de Vivendi. Merci Fabien d'être passé nous voir. Merci. Et Valentin Demey, journaliste pour Crypto. On se retrouvera demain
Avec plaisir. Salut messieurs. Dans un instant, la séance du jour en direct, 16h59. On va marquer une pause à la radio, à la télé et vous retrouver donc dans 1 minute 30. Le temps pour vous peut-être de consulter nos différents articles sur notre site BFM Bourse et notamment cet article sur Kering. Kering qui se renforce dans la haute parfumerie. Le titre Kering d'ailleurs progresse aujourd'hui. En fait, Kering rachète Creed, une maison anglo-française fondée en 1760. Ouais, Kering s'offre 263 ans de plus d'expérience à travers ce rachat et cette acquisition. Et le marché savoure, un titre qui surperforme le reste du l'indice CAC 40. Notre article est disponible. On vous retrouve juste après la pause. À tout de suite à la radio, à la télé. On va vous accompagner jusqu'à 18h.